RFI et France 24 présentent Mardi politique. Retour dans Mardi politique avec notre deuxième invité. Bonsoir Daniel Obono. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes député La France Insoumise de Paris. Alors, est-ce que vous résistez au suspense du remaniement ? C'est plus de l'ennui qu'autre chose. Et puis surtout, c'est un peu problématique en tant que parlementaire de ne pas savoir vraiment à qui on s'adresse aux questions au gouvernement, par exemple, puisque l'un peut être parti demain, avoir changé de poste, et donc tous les discours et les affirmations péremptoires comme quoi on assume et on assure la continuité et prend un peu de plomb dans l'aile quand on ne sait même pas s'il y aura encore le même gouvernement demain. On sait surtout qu'il n'y aurait pas le même gouvernement. Oui. Donc voilà, c'est... Bon. Ça vous a mis vraiment mal à l'aise aujourd'hui, ça, ou dire ça fait aussi un peu partie du théâtre? Non, mais c'est pas une question d'être mal à l'aise, c'est juste que on attend comme tout le monde un peu de savoir comment ils s'en sortent, ils se sortent les pieds un peu de cette crise interne de la Macronie qui n'en finit pas. Et puis on aimerait pouvoir avoir des ministres à qui s'adresser. Vous vous rendez compte quand même qu'on a commencé l'examen du projet de loi, d'une proposition de loi sur les fausses informations, sujet éminemment important. C'est en dernière lecture et on a une ministre de la Culture dont on ne sait pas d'ailleurs si elle le sera encore demain. Souvent présentée comme partante, en effet. Voilà, quand le texte va continuer. Donc vous vous rendez bien compte que le travail parlementaire, ce n'est pas très sérieux. Je vous rassure que c'est agaçant pour tout le monde, pour toutes les rédactions qui attendent effectivement, mais il va falloir patienter. J'imagine que vous n'attendez pas grand-chose de ce remaniement. De toute façon, quoi qu'il se passe, vous ne serez pas satisfait. Écoutez, nous n'avons pas à être satisfaits puisque nous sommes en désaccord politique avec les mesures prises par ce gouvernement. Donc, quelle que soit la personne, ce sera le même cap. Le président l'a affirmé et réaffirmé. Monsieur Édouard Philippe l'a encore redit de manière très véhémente aujourd'hui. Donc, pour nous, c'est du pareil au même. Ils font un petit jeu de chaises musicales, mais le fond ne change pas. Et si encore ces remaniements, si on avait l'espoir, peut-être que par exemple le départ de monsieur Hulot avait véritablement fait prendre conscience à ce gouvernement de l'urgence qui a changé complètement de braquet en termes pas simplement d'environnement, mais de l'ensemble du système aujourd'hui de production et d'échange. Parce que c'est quand même le constat politique qu'a tiré M. Hulot d'un an d'être ministre de l'Environnement, que la majorité, le gouvernement, le président, sacré champion de la Terre, n'avait en fait pas compris l'importance qu'il y avait aujourd'hui à mener une vraie politique de transition écologique. D'autant qu'il y a eu ce rapport du GIEC cette semaine. Il y a urgence donc à agir. Quelles mesures faut-il prendre d'après vous ? Puisqu'on est sur le sujet. Donc il faut changer complètement l'ensemble de notre manière de produire, de consommer, d'échanger, parce que c'est bien ce que dit ce rapport, et c'est un rapport après toute une série d'autres. Le GIEC, tous les ans, régulièrement alerte de cela. Et nous pensons que, oui, il faut mener une véritable transition écologique. On ne peut pas être les seuls à le faire, il faut que tout le monde s'y mette. Bien sûr que non, mais je pense que la place et le rôle de la France peut être justement d'être éclairée en la matière et de prendre les initiatives. Et je pense que nous pourrions être suivis par beaucoup et nous pourrions en inspirer et surtout enclencher la véritable transition qu'il faudrait. Et donc, on parle en matière d'environnement, d'aménagement du territoire, on parle en matière de formation. C'est un grand défi civilisationnel, y compris en termes de toutes les générations qui vont devoir apprendre, créer une nouvelle manière de vivre, de produire, de consommer. Ce sont y compris des pans entiers d'une économie qu'il faut reconstruire ou déconstruire. Donc voilà, c'est la tâche qui nous attend. Et on reste avec un gouvernement de bouquier qui est à la solde des lobbies. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est monsieur Hulot qui l'a dit, et qui ne comprend pas qu'aujourd'hui, la finance ne peut pas être verte parce que la finance, elle est dans le rendement à court terme. Et que ça va à l'encontre de la transition qu'il faudrait faire, ça va à l'encontre du temps long dont il faut prendre compte en matière d'environnement, même si le temps s'accélère en termes de dérèglement climatique. Ouais. Donc voilà, il faudrait tout changer. Et puis en même temps, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on peut aujourd'hui, dès à présent, prendre des mesures très claires. On peut interdire le glyphosate. C'est ce que j'allais vous demander, parce que c'est vrai qu'on parle de temps long, mais là, le GIEC dit qu'il y a urgence absolue.
Jean-Luc Mélenchon se veut aujourd'hui l'un des champions de l'écologie. L'écologie est à tous les étages dans le programme de la France Insoumise. Si je peux me permettre cette formule, mais enfin c'est un peu ça. Donc vous dites des mesures. Alors glyphosate très bien, mais enfin ça à la limite c'est pas ce qui va débloquer la situation immédiatement. Là il y a des questions d'énergie en particulier qui sont à saisir à bras-le-corps. Est-ce que vous pensez que les transformations nécessaires pour répondre à ces exigences sont possibles à atteindre et supportables par l'économie? Ah mais bien sûr. Après, ça dépend quelle économie, effectivement. C'est lié à la décroissance, d'après vous ? Non, ce n'est pas une question de décroissance. Nous parlons par exemple de sobriété énergétique. Ouais. Aujourd'hui, on le sait, ça c'est dit encore dans de nombreux rapports, le degré de consommation énergétique que nous avons en France ou dans les pays occidentaux n'est pas supportable pour la planète. Donc de toute façon, on devra y arriver, contraint ou forcé. Le mieux, c'est d'anticiper cela. Et donc nous disons, pendant 1 an, nous avons essayé de mener un travail, pour le coup, de construction avec le ministre Hulot. À chaque fois qu'il y avait ces dossiers sur la table, et sur d'autres dossiers également, nous avons fait des propositions. Quand nous avons discuté de la réforme, le pacte ferroviaire, nous avons mis en avant l'enjeu d'une stratégie de développement du ferroviaire liée à la transition écologique. Quand nous avons parlé agriculture, cette loi a été votée en dernière lecture récemment. Nous avons parlé de l'enjeu. L'agriculture est quand même et à travers notamment l'élevage, un des producteurs de gaz à effet de serre le plus important. Nous avons parlé de la nécessité de transformer complètement le modèle agricole aujourd'hui extrêmement productiviste et de changer ça. Donc à toutes les étapes, depuis 1 an, on le voit sur tous les dossiers et pas juste sur les questions environnementales, sur les questions de formation, d'agriculture, de transport. Il est possible aujourd'hui de mener une autre politique. C'est ce que nous montrons, je pense, tous les jours avec les amendements, avec nos propositions alternatives. C'est ce que malheureusement le gouvernement a choisi de ne pas faire parce qu'ils sont dans une logique de court terme, de la finance avant tout. Et c'est ça qui nous mène dans le mur. C'est vrai que la France Insoumise a plus... Alors ça tient aussi un peu à la personnalité de Jean-Luc Mélenchon. Vous avez plus une fonction plus tribunicienne, on va dire, que politique, même si vous êtes quand même nombreux à l'Assemblée nationale. On a l'impression quand même que vous n'êtes pas très entendu, d'une part, et d'autre part, qu'Emmanuel Macron a décidé son duel avec Marine Le Pen et pas avec Jean-Luc Mélenchon. Ah mais oui, parce que ça l'arrange bien. Ça l'arrange bien d'offrir des tribunes à n'en plus finir à l'extrême droite, comme dans ces débats sur la loi asile-immigration, où nous avons entendu de la bouche même du ministre de l'Intérieur des propos qui, naguère, ne venaient que de l'extrême droite. Il a parlé de submersion, on a entendu parler d'associations humanitaires qui faisaient le jeu des passeurs. Il y a quelques jours, l'extrême droite a entendu ce message d'ailleurs, puisque vous avez eu Génération Identitaire qui s'est attaqué aux locaux de SOS Méditerranée. Donc oui, je pense qu'à plus d'un titre, la politique de M. Macron alimente tout ce que le Front National représente, c'est-à-dire la guerre de tous contre tous, c'est-à-dire la xénophobie, c'est-à-dire y compris des politiques... Pourquoi il alimenterait la xénophobie, Emmanuel Je pense Macron ? que si vous avez suivi, je suis sûre que vous l'avez fait, les débats sur la loi, par exemple, l'asile et l'immigration, je crois que les propos qui ont été tenus par les ministres, par les membres de la majorité, ne sont pas à la hauteur et de la situation pour les personnes migrantes et puis de notre pays, de notre tradition de solidarité. Mais pour revenir à ce que vous disiez, nous avons et nous pensons effectivement qu'être parlementaire, qu'être politique élu a une dimension tribunicienne. Mais je voudrais vous reprendre sur l'idée que nous ne ferions pas de politique. Je pense que nous l'avons prouvé, y compris, ça a surpris beaucoup de gens, non seulement qu'il n'y avait pas que Jean-Luc Mélenchon à la France Insoumise, nous sommes 17 députés. À la preuve, vous êtes chacun là. Et chacune a sa personnalité. Et nous avons fait du travail. Je crois que nous sommes, malgré notre petit nombre, 17, face à une majorité de 300, nous sommes un des groupes les plus actifs. C'est quand même beaucoup pour la France Insoumise. Oui, c'est inédit de notre sensibilité d'arriver à avoir un groupe sans alliance et de manière autonome, mais nous avons fourni un des travaux les plus consistants. Nous sommes en termes d'amendements, de propositions alternatives. Prochainement, nous allons encore présenter dans notre niche parlementaire des propositions de loi. Donc, si nous faisons aussi un travail, parce que notre objectif, encore une fois, c'est d'être en capacité de gouverner pour enclencher ces changements urgents qu'il faut en matière de transition écologique, en matière de partage des richesses. Et voilà, nous nous assumons à la fois le fait de s'adresser de manière des fois véhémente, mais de manière passionnée pour réhabiliter la politique,
pour parler aux gens. Et nous ne sommes pas en costard-cravate et avec un discours préétabli. Ça vit, ça rugit parfois, et puis des fois ça a aussi une dimension solennelle et pas toujours quand vous brandissez les pancartes. Oui, et puis quand on fait un hommage comme Jean-Luc Mélenchon l'a fait de manière très digne au colonel Beltrame, on voit aussi que cette parole-là, elle a un sens politique, et nous faisons le travail sur le terrain et sur les textes. Vous avez évoqué, Daniel Obono, la loi Asile-Immigration qui était portée par Gérard Collomb. Vous avez vu sans doute son discours au moment de son départ de la place Beauvau. Et il a dressé un tableau très alarmant de la situation dans les banlieues, notamment en ce qui concerne le trafic de drogue et en ce qui concerne aussi la montée du communautarisme islamique. Une note confidentielle des services de renseignement sur des signalements de plus en plus inquiétants de communautarisme musulman dans les écoles a été transmise ces jours-ci au cabinet du président de la République et du ministre de l'Éducation. Ce sont nos confrères d'Europe 1 qui l'ont révélé ce matin. Et les événements qui sont signalés, qui sont très précis, avec des témoignages de professeurs, avec des établissements qui sont cités, sont en effet préoccupants. Je vais vous en donner quelques-uns. Se boucher les oreilles en classe quand on passe de la musique, parce que c'est considéré comme inconvenant pour ces jeunes gens. Refuser d'aller à la piscine avec leur classe de peur de boire la tasse et de casser le jeûne du Ramadan. Refuser de donner la main à une petite fille pour un petit garçon. Refuser de manger ce qui n'est pas halal. Et ceux qui mangent non halal sont insultés et pris à partie par les autres. Est-ce que ce genre de choses-là vous inquiète et appelle, selon vous, une réponse énergique ? D'abord, si vous permettez, je vous ferai remarquer que quand nous parlions de la loi Asile-Immigration, c'est un autre sujet que celui que vous venez d'évoquer. C'est ce qu'on appelle une transition. Oui, mais la transition, je pense que c'est important parce que justement, parmi les amalgames qui sont faits, on les connaît et où on mélange tout dans tout. On parle des migrants comme de potentiels terroristes. On a entendu ça dans les débats. Non, là, on parle de la communauté. Je pense que c'était important de le dire. Donc là, vous parlez d'une note dont je n'ai pas connaissance, mais j'y attacherai l'attention, y compris en tant que commissaire aux lois. Et donc, ce sont des sujets que nous avons déjà discuté. Je pense qu'il faut, dans tous les cas, renforcer tout ce qui permet le vivre ensemble, notamment au niveau de l'éducation nationale. Je pense que c'est un travail avant tout. Mais là, c'est pas du vivre ensemble, justement. C'est vivre chacun. Justement, moi, je dis que ce qu'il faut faire, c'est plus de services publics de l'éducation nationale qui permettent d'avoir une éducation nationale où tous les enfants apprennent les règles de la République, apprennent. C'est pas ce qu'on est censé apprendre à l'école. Et c'est ce que je dis. Avant tout, pour moi, la réponse, dans tous les cas, doit être plus d'éducation et donner les moyens aux enseignants et à l'ensemble des équipes éducatives de répondre à ce genre de situation. Je pense quand même, et je verrai les détails de la note dont vous parlez, mais je pense quand même que vous n'en verrez sans doute pas beaucoup plus pour l'instant, puisque c'est une note confidentielle. Donc nos confrères d'Europe 1 ont réussi. Oui, mais c'est pour ça que vous citez des incidents qui se passent et qui sont réels, mais j'aimerais rappeler qu'on parle d'un pays de 60 millions d'habitants. Qu'est-ce que ça représente ? Ce que dit cette note, c'est que... Qu'est-ce que ça représente en termes, y compris statistiques, etc. C'est que les événements sont de plus en plus préoccupants, parce qu'ils révèlent une radicalisation de plus en plus importante. Mais à la France Insoumise, vous êtes très prompt à dénoncer l'islamophobie. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon le fait très souvent. Moi, ce que je vous demande, c'est si vous considérez que ce genre d'événement est quelque chose de vraiment préoccupant et qui doit appeler une réponse vigoureuse. Je vous dis que j'adapterai aussi ma réponse. Et ma réponse était quand même claire. Effectivement, il faut faire en sorte qu'à l'école, notamment, on puisse développer les savoirs, le partage et les valeurs républicaines que nous défendons. Mais là, ce que je vous dis aussi, et pour faire sur un sujet sérieux et grave, de quoi parle-t-on ? Vous parlez d'incidents. On est dans un pays de 60 millions d'habitants. Je pense que la très grande majorité de nos concitoyens et concitoyennes, quelle que soit leur confession, quelle que soit leur pratique religieuse, sont attachés aux valeurs de la République. Est-ce qu'on parle d'un phénomène qui représenterait, je ne sais, 10%, Vous savez qu'en 2016, en septembre 2016, il y a eu le rapport de l'Institut Montaigne qui a dit que 29% des musulmans de France considéraient que la charia était
plus importantes que les lois de la République. Ça, c'est une réalité. Oui, mais vous me parlez d'incidents, encore une fois, et vous me citez un certain nombre d'exemples. Je pense que je pourrais vous en citer autant, voire plus d'exemples. Où tout se passe très bien. Voilà. Donc, pour avoir une réponse justement précise sur un sujet aussi grave, il faut savoir exactement de quoi on parle, combien d'écoles cela représente. Dans tous les cas, il faut donner les moyens à l'éducation nationale de développer les valeurs qui nous sont communes et aussi faire en sorte qu'il y ait une égalité réelle sur le terrain, parce que c'est aussi sur la base des inégalités, des discriminations, que ce type de pratiques s'alimente et crée les divisions. Donc voilà, je regarderai avec attention, n'en doutez pas, la note dont vous parlez, on Daniel trouvera les moyens et on saura y répondre. Mais encore une fois, je pense que, rappelons-le quand même, hein, on vit dans un pays où la quasi-totalité de la population est attachée aux valeurs républicaines, encore heureux, même si, du fait de courants, notamment d'extrême droite, ces valeurs ont tendance à être mises en cause. Justement, la montée de l'extrême droite, on la voit à peu près partout. On l'a vu monter au Brésil, dernièrement, avec les élections présidentielles et l'extrême droite qui est en tête. On le voit en Europe, bien sûr, avec l'Italie, avec la Hongrie, avec l'Autriche, avec la Suède, et j'en passe. Comment vous expliquez, comment vous analysez cette montée des populismes ? Alors, déjà, j'aimerais que, encore une fois, soyons précis. Là, on parle d'extrême droite. Dans le terme de populisme, on a eu tendance à mettre tout et quasiment son contraire. Je parle de l'extrême droite. Donc là, parlons effectivement au niveau de l'extrême droite. Pourquoi ça veut dire que vous sentiriez visé si on parlait des populismes ? Écoutez, on nous a carrément visé très clairement à plusieurs reprises sur ce terme. Où, il ne faut pas vous sentir visé là-dessus. Non, mais c'est pour ça que j'aimerais que la précision soit faite, parce qu'on parle d'extrême droite. Il peut y avoir un populisme d'extrême droite et d'extrême gauche. Voilà, donc de quoi parle-t-on là de l'extrême droite ? Au Brésil, par exemple, on a une situation où ça fait quand même plusieurs mois que les forces progressistes et démocrates ont été mis en accusation. Vous avez eu ce que beaucoup ont qualifié comme un coup d'État constitutionnel contre la présidente Dilma Rousseff et la mise en prison de Lula, l'ancien président, qui était, jusqu'à ce qu'il le soit, et même pendant qu'il était encore en prison, le favori de cette élection. Donc on a une stratégie de l'oligarchie qui a effectivement choisi de mettre en avant, y compris des candidats d'extrême droite, racistes, sexistes, homophobes, des nostalgiques de la dictature, au détriment des forces progressistes. Mais c'était pas ma question. Ma question, c'est comment vous analysez cette montée-là ? Je l'analyse justement comme le choix au Brésil des forces oligarchiques de mettre en avant leurs candidats. Et puis, de manière générale, en Europe, je pense que la situation sociale, économique, le renforcement des inégalités se traduit par le fait que ces forces-là qui... L'immigration n'y est pour rien ? Pourquoi l'immigration dans la montée de l'extrême droite? Écoutez, l'extrême droite a toujours fait son beurre de la xénophobie. Et nous avons l'exemple en France du Front National. En Suède, c'est un pays qui marche bien économiquement, en Suède. C'est un pays qui est prospère. Comment vous expliquez cette émergence de l'extrême droite? Beaucoup moins prospère qu'on le dit, qu'il y a aussi un certain nombre de difficultés. Mais je pense qu'il y a en Suède comme ailleurs une instrumentalisation politique qui vise justement à désigner, quand il y a des difficultés, parce qu'il y a aussi des difficultés en Suède, de désigner l'autre, l'étranger, la personne qui n'a pas la soi-disant bonne religion comme la source des problèmes. Et effectivement, je pense que entre les difficultés économiques et sociales et le racisme et la xénophobie, vous avez là un cocktail parfait pour ces forces-là. On arrive au terme on approche vraiment du terme de l'émission, il nous reste une minute 30. Mais je voudrais juste comprendre, parce que vous avez conclu tout à l'heure votre réponse à mon propos sur cette note confidentielle, en disant aujourd'hui, c'est l'extrême droite qui menace les valeurs de la République en France. Est-ce qu'il y a, selon vous, oui ou non, un islamisme radical qui menace les valeurs de la République en France ? Si il y a, comme vous le dites, des forces qui remettent en cause les valeurs républicaines, effectivement, c'est un problème. Mais encore je vous demande, est-ce qu'il y a en France un islamisme radical qui menace aujourd'hui les valeurs de la République? Et moi, je vous ai dit... Ma question, elle est simplissime. Oui, et moi, je vous ai dit, j'aimerais savoir de quoi on parle aujourd'hui. Mais détachez-vous de ce cas précis. Non, mais détachez-vous de ce cas précis. Non, je ne vais pas me détacher du cas précis. Vous faites une généralité. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des forces réactionnaires de différentes confessions? Sur l'extrême droite, vous n'avez pas de doute. Vous dites oui, l'extrême droite
que je sais de quoi on parle. Je vous ai parlé là d'un exemple très concret. Vous ne pensez pas qu'il y ait un islamisme radical en France qui menace les valeurs de la République? Si, certainement, comme toutes les forces réactionnaires qui remettent en cause les valeurs. Bien sûr, la question, et encore une fois, je vous répète, il faut être précis sur ce genre de sujet. De quoi parle-t-on? De quelle force parle-t-on? Quelle est leur influence? Le travail du politique, ce n'est pas d'agiter les peurs et de désigner à la vindicte, comme le fait l'extrême droite des secteurs de la population. C'est de faire un travail sérieux et de défendre des valeurs communes. Et c'est ce que nous faisons. Merci beaucoup. Merci et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci.